Qu'est-ce qui mesure plus de 6990 km de long et traverse plus de 6 pays? Non, ce n'est pas la plus grande chenille du monde. C'est sans doute le cours d'eau le plus célèbre de la planète, le fleuve Amazon. Cette merveille aquatique est considérée par beaucoup comme le plus long fleuve du monde, juste devant le Nil. Même si ces deux fleuves ont une taille similaire, il y a une chose qu'ils n'ont pas en commun, les ponts. Au total, le Nil possède à lui seul 9 ponts rien qu'au niveau du Caire, tandis que des fleuves plus courts comme le Yangtze et le Danube en comptent tous plus de 100. Combien de ponts possède l'Amazon? Un magnifique total de 0. Alors pourquoi? De l'eau bouillante façon lave, des vagues dignes d'un tsunami, ou peut-être un serpent géant caché dans ses profondeurs obscures? Eh bien, enfilez vos cuissardes, parce qu'on va découvrir pourquoi le fleuve Amazon n'a absolument aucun pont. Première chose que vous remarquerez avec l'Amazon, c'est sa taille absolument gigantesque. Avec ses quelques 6990 km de long, on peut dire que ce fleuve est immense. Immense au point que son parcours dépasse même la distance entre l'Alaska et la Nouvelle-Orléans. Et vu sa taille, ce n'est pas étonnant que l'Amazon déverse une quantité monstrueuse d'eau dans l'Atlantique. Et quand je dis monstrueuse, je pèse mes mots. Le fleuve rejette environ 166 000 litres d'eau douce dans l'océan chaque seconde. Ça veut dire qu'en 24 heures, l'Amazon déverse près de 14,4 milliards de litres d'eau douce dans l'Atlantique. Pour vous donner une petite idée, c'est l'équivalent de vider 5759 piscines olympiques dans l'océan, tous les jours. À lui seul, ce débit représente presque 20% de toute l'eau fluviale qui se jette dans les mers du globe. Bon, l'Amazon est peut-être long et rempli d'eau, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas construire un pont au-dessus, surtout si le fleuve est étroit. Et pendant que la saison sèche, le fleuve n'est pas si large que ça, avec une largeur moyenne comprise entre 3 et 10 km. Bon, dit comme ça paraît énorme, mais quand on sait que le Golden Gate Bridge de San Francisco mesure 2,7 km de long, construire un pont au-dessus de l'Amazon semble au moins envisageable. Enfin, jusqu'à l'arrivée de la saison des pluies. De mi-décembre à mi-mai, le ciel s'ouvre littéralement au-dessus de l'Amazon, à tel point que le niveau de l'eau peut grimper de près de 15 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Mais si vous trouvez ça déjà impressionnant, attendez la suite. Pendant cette période, le fleuve ne devient pas seulement plus profond, il devient aussi beaucoup plus large. À certains endroits, il peut atteindre entre 39 et 48 km de large. Ce qui veut dire que, pendant la saison humide, si vous vouliez construire un pont au point le plus large de l'Amazon, cela devrait être 17 fois plus long que le Golden Gate Bridge. Vous entendez ça? C'est le bruit des ingénieurs du monde entier en train de pleurer de désespoir. Mais les effets de la saison des pluies ne s'arrêtent pas au fleuve plus large. Des herbes aquatiques appelées matupas peuvent se regrouper à la surface du fleuve. Lorsque la saison des crues arrive, ces énormes blocs de végétation flottante se remplissent d'eau avant de couler au fond du fleuve et mourir. Mais pendant la saison sèche, ces formations végétales remontent à la surface, littéralement. En flottant à la surface, cette masse de végétation crée un sol composé de matière organique partiellement décomposée, sur lequel d'autres plantes peuvent commencer à pousser. Ce cycle d'immersion et de remontée des blocs d'herbe se répète au fil des saisons humides et sèches successives. Avec le temps, les matupas peuvent atteindre jusqu'à environ 12 mètres de haut et couvrir plus de 4 hectares. Pour comparer, un terrain de football américain moyen fait un peu plus de 0,4 hectares. Ouais, on peut dire que les matupas sont sacrément massifs. Bon, ça peut offrir un super coin de repos à la faune amazonienne, mais quand vous essayez de construire un pont, avoir une île flottante qui dérive sur le fleuve, c'est loin d'être l'idéal. Et pourtant, ce n'est pas seulement la saison des pluies qui transforme l'Amazon en cauchemar pour les ingénieurs. 2 fois par an, pendant les équinoxes, le Soleil et la Lune exercent une attraction plus forte sur la Terre que le reste de l'année. Et c'est cette force qui provoque les marées les plus puissantes. Dans le cas de l'Amazon, ces énormes vagues arrivent directement depuis l'océan Atlantique, où elles deviennent si puissantes qu'elles inversent carrément le courant à l'embouchure du fleuve. Ce phénomène, appelé mascaré de Pororoca, sème le chaos dans l'Amazon. Ces vagues monstrueuses peuvent remonter jusqu'à 800 km à l'intérieur des terres, à une vitesse pouvant atteindre les 24 km/h et avec des vagues hautes de 4 mètres. Ça donne un mélange absolument dévastateur. T'as raison de courir mon pote, cette vague géante peut engloutir quasiment tout ce qui se trouve sur son passage. Sans parler de tout ce qu'elle peut transporter avec elle. Entre arbres déracinés, énormes matupas ou même des prédateurs comme des piranhas et des caïmans, disons simplement que vous n'aimeriez pas vraiment vous retrouver face à une pororoca. Traitez-moi de fou, mais perso je ne serais pas hyper rassuré de traverser un pont pendant qu'un arbre, une île et un caïman me foncent droit dessus. Évidemment, l'immense largeur du fleuve, les matupas flottantes et les mascarées rendent la construction d'un pont incroyablement compliquée. Compliqué, mais techniquement pas impossible.
Après tout, il suffirait de construire un pont suffisamment en amont pour éviter qu'un mascaré ne coupe le passage en deux. Les matupas, aussi pénibles soient-ils, ne sont pas présents sur toute la longueur du fleuve. Et concernant la largeur, pourquoi ne pas simplement choisir une section plus étroite de l'Amazone? Cependant, il existe un autre facteur qui fait exploser la difficulté lorsqu'il s'agit de construire un pont au-dessus de ce cours d'eau. À cause de son immense forêt tropicale, très peu de routes traversent l'Amazonie. Et sans routes, qui sont indispensables pour transporter les matériaux de construction, impossible de construire des ponts. Prenez Macapá sur la rive nord du delta de l'Amazone par exemple. C'est une ville de plus d'un demi-million d'habitants, et pourtant il n'existe pas une seule route qui la relie au reste du Brésil. Le seul moyen de rejoindre Santarém, la prochaine grande ville située à l'ouest de Macapá, c'est l'avion ou le ferry. Pourquoi? Eh bien, sur une grande partie de ces 6990 km de long, le fleuve Amazone serpente à travers des régions très peu peuplées, ce qui signifie qu'il n'y a quasiment aucun besoin de grandes routes. Et même quand des routes sont construites, ça ne se passe pas toujours comme prévu. En 1973, la BR 319 a été inaugurée. Cette méga route s'étendait sur 870 km reliant Porto Velho, dans le sud du Brésil, à Manaus, une ville située au plein cœur de l'Amazonie. Mais comme vous l'avez sûrement compris, rien n'est simple dans cet endroit. À cause de cette fameuse saison des pluies qui déverse régulièrement plus de 20 cm de pluie par mois, entre décembre et mai dans toute la région, une portion centrale de 400 km s'est transformée en véritable marécage boueux. Peu importe la taille de ton 4x4, il n'y a absolument aucune chance que tu traverses 400 km de ça. Cependant, depuis 2015, un programme d'entretien a permis de rendre cette route à peine praticable pendant la saison sèche. Et en juillet 2022, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro est allé encore plus loin, en promettant son soutien à la reconstruction complète de cette portion centrale de la BR 319. Ça semble prometteur, mais il y a aussi un petit détail de la facture. Enfin, vous avez vu l'état de cette route? Les coûts estimés atteignent déjà le chiffre vertigineux de 232 millions d'euros. Mais comme pour la plupart des grands projets de construction, le coût final risque d'être très fortement dépassé ce montant déjà énorme. Bon, ça peut sembler cher, mais ça ne fait que commencer. Rappelez-vous, ça c'est uniquement pour le prix de la route. On n'a même pas encore attaqué le plat principal, le pont. En 2010, le Brésil a construit un pont au-dessus du Rio Negro, le plus grand affluent de l'Amazone. Cette prouesse d'ingénierie longue de 3,5 km relie les villes de Manaus et Iranduba, réduisant au passage l'énorme trafic de ferry sur cet affluent. Aussi impressionnant soit-il, le pont Rio Negro a quand même coûté la somme hallucinante de 500 millions d'euros. Et si on suppose qu'un pont au-dessus de l'Amazone coûterait à peu près la même chose, la facture totale entre la réparation de la BR 319 et la construction d'un pont sur l'Amazone dépasserait probablement les 730 millions d'euros. Aïe, avec un prix aussi monstrueux, il faudrait une demande énorme pour justifier la construction d'un tel pont. Et comme l'Amazone traverse principalement des zones très peu peuplées, il n'y a tout simplement pas assez de raisons pour dépenser presque 1 milliard dans un pont. Du coup, la plupart des habitants ont simplement pris l'habitude de traverser le fleuve en bateau ou en ferry. Après tout, tant que ça marche, pourquoi changer? Mais le Rio Negro n'est pas seulement connu pour son énorme pont. L'Encontro das Águas, autrement dit la rencontre des eaux, est l'endroit où le Rio Negro et l'Amazone se rejoignent. Enfin, techniquement, ils ne se mélangent pas vraiment. À la place, il existe une séparation très nette entre les couleurs des deux eaux, tellement visible qu'on peut même la distinguer depuis l'espace. Franchement, ça ressemble forcément à un travail d'un démon maléfique caché au fond de l'Amazone, non? Eh bien, rassurez-vous, cette rencontre des eaux s'explique simplement par les différences de température, de vitesse et de densité entre les deux cours d'eau. Ouais, je ne peux pas vendre mon âme à autant de démons à la fois. Bon. Donc la rencontre des eaux ne représente peut-être aucun danger pour quelqu'un qui traverse le fleuve, mais il existe des théories bien plus sombres et inquiétantes pour expliquer pourquoi aucun pont ne traverse l'Amazone. Pour comprendre cela, remontons le temps de plus de 60 millions d'années, jusqu'au Paléocène. À cette époque, une créature terrifiante rôdait dans les marécages de Colombie, un pays traversé par l'Amazone, et si vous avez peur des serpents, alors accrochez-vous. Ce prédateur préhistorique connu sous le nom de Titanoboa pouvait mesurer près de 15 mètres de long et peser plus de 1130 kg. Pour comparer, les anacondavères détiennent aujourd'hui le record du serpent le plus massif, mais même les plus gros ne pèsent qu'environ 1/5 du poids terrifiant du Titanoboa. Bon, avant que vous paniquiez, rassurez-vous, le Titanoboa s'est éteint, et ce, depuis près de 58 millions d'années. Donc, aucun risque de tomber sur un serpent géant glissant dans les eaux de l'Amazone, pas vrai? Pas vrai? Eh bien, malgré leur extinction supposée, plusieurs témoignages parlent encore de serpents gigantesques nageant dans les eaux troubles de l'Amazonie. Ouais, clairement, vous me verrez jamais traverser ce fleuve. Le premier témoignage célèbre d'une possible apparition de Titanoboa vient de Percy Fawcett, un géographe et explorateur britannique du début du XXe siècle,
qui a raconté cette expérience dans son journal. Nous avons débarqué et nous nous sommes approchés du reptile avec prudence. D'après ce qu'il était possible de mesurer, 13 mètres de son corps se trouvaient hors de l'eau et 5 mètres encore à l'intérieur, soit une longueur totale de 19 mètres. Mais l'histoire de Fawcett a surtout été prise pour une bonne vieille légende. Il faut dire que l'explorateur prétendait aussi avoir vu un chien avec deux nez ainsi qu'une araignée géante de la taille d'une assiette qui noircissait ses victimes avec son venin. Franchement, on dirait surtout que Fawcett avait léché un crapaud amazonien de trop. Sauf que l'araignée décrite par l'explorateur pourrait en réalité être la mygale Goliath mangeuse d'oiseaux. Quel nom incroyable. C'est la plus grosse araignée du monde, capable d'atteindre la taille d'un chiot, sauf qu'elle est nettement moins mignonne. Et concernant le chien bizarre, plus personne n'a reparlé de ce mystérieux chien à double nez, jusqu'à ce qu'un autre explorateur, John Blatchford Snell, encore un autre nom incroyable au passage, tombe lui aussi sur un toutou au museau double canon. Il s'avère qu'une race extrêmement rare appelée chien tigre andin à double nez vit dans les profondeurs de la Bolivie, une autre région traversée par l'Amazonie. Donc, si le chien à double nez et l'araignée géante étaient finalement inspirés d'animaux bien réels, peut-être que Fawcett disait aussi vrai pour le titanoboa. Ça paraît complètement fou, mais Fawcett est loin d'être le seul à avoir aperçu un serpent gigantesque dans l'Amazone. Yakumama, qui signifie mer des eaux, est le nom donné à un serpent géant de plus de 60 mètres de long qui serait caché dans l'Amazone. Selon les légendes des tribus indigènes amazoniennes, cette créature aspirerait tout être vivant passant à moins d'une centaine de pas d'elle. Ouais, me faire aspirer par un serpent de la taille d'un bus signifierait largement à me faire convaincre de ne jamais traverser un pont au-dessus de l'Amazone. Mais Yakumama ne se contente pas seulement d'aspirer des humains. Le Chanay Timpishka est un affluent de l'Amazone situé au Pérou. Même si cet endroit semble paradisiaque, cette rivière semble littéralement sortie des enfers. Enfin, c'est l'impression qu'elle donne. Le Chanay Timpishka est célèbre pour son eau bouillante, avec des températures allant de 45 à 100 degrés. Et les chamans locaux pensent que cette rivière brûlante aurait été créée par Yakumama. Sérieusement, y a-t-il quelque chose que ce serpent ne peut pas faire ? Aussi hardcore que cette histoire puisse paraître, l'explication la plus probable est que cet affluent se situe au-dessus de profondes failles géologiques, permettant à l'eau de descendre très profondément dans la croûte terrestre. Là, elle est chauffée par des roches proches du manteau terrestre ultra brûlantes. Cette eau bouillante remonte ensuite à la surface via des sources chaudes qui chauffent la rivière infernale. Peu importe comment le Chanay Timpishka s'est formé, c'est une chose est sûre, si quelqu'un construit un pont au-dessus de cet endroit, il faudra prévoir des barrières de sécurité très hautes. Parce que mourir bouilli vif, c'est clairement pas la meilleure façon de partir. Les histoires récentes liées autour du titanoboa et de Yakumama suffisent franchement à vous faire réfléchir à deux fois avant de construire un pont au-dessus d'un fleuve aussi terrifiant. Mais aussi effrayantes que soient ces histoires, elles viennent probablement de mesures exagérées ou de légendes indigènes mystérieuses qui ne reposent pas forcément sur quelque chose de réel. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'Amazone est un petit paradis paisible. Même si le titanoboa et Yakumama n'existent probablement pas, le fleuve regorge quand même de créatures capables de vous filer des cauchemars. Prenez l'anaconda vert par exemple, ces énormes bestiaux ne sont peut-être pas aussi gigantesques que le titanoboa, mais ils peuvent quand même dépasser les 9 mètres de long. Heureusement, ces serpents ne sont pas venimeux, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ces monstres utilisent leurs puissantes mâchoires pour attraper leurs proies avant d'enrouler leur énorme corps musclé autour d'elles pour les étouffer. Les anacondas verts peuvent même décrocher leurs mâchoires pour avaler des grosses proies comme des caïmans ou des tapirs. Heureusement, il existe très peu de preuves montrant que ces serpents mangent des humains au dîner. Cependant, toutes les créatures de l'Amazone ne cherchent pas forcément à vous étouffer à mort, mais ça ne les rend pas moins terrifiantes pour autant. L'Amazone abrite de nombreuses espèces de raies d'eau douce qui peuvent sembler mignonnes au premier regard, mais méfiez-vous, ces petites bestioles frappent très fort. Même si les attaques contre les humains restent assez rares, elles sont connues pour fouetter leur queue contre quiconque s'approche un peu trop. Lorsqu'une raie frappe avec sa queue, les éperines présentes dessus transpercent la peau. La douleur provoquée par ce dard barbelé est déjà atroce, mais comparée au venin injecté par certaines espèces d'eau douce, ce n'est rien. Les premiers symptômes incluent une peau rouge et gonflée, avant que le tissu autour de la blessure ne commence littéralement à mourir. Et si ce n'était pas assez horrible déjà, les piqûres peuvent aussi provoquer des vomissements, des sueurs, des difficultés respiratoires, des spasmes musculaires et même des crises convulsives. Dans une étude réalisée en 2020, 27% des personnes piquées par des raies ont déclaré avoir subi des complications pendant plusieurs mois après l'accident, allant d'engourdissements et de tremblements jusqu'à des amputations des membres touchés. Rien qu'en Colombie, plus de 2000 blessures liées aux raies sont signalées chaque année. Des raies venimeuses, des anacondas géants capables d'étouffer leur proie et peut-être même un ou deux serpents de la taille d'un camion. Ok, on a compris. Avec l'Amazone, vaut mieux pas trop jouer. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement que les poissons-chats sont plutôt inoffensifs. Enfin, les vrais poissons-chats, pas ceux cachés derrière les photos de profil bien trop parfaites qui essayent de récupérer votre carte bancaire. Non, voici le piraiba, le plus grand poisson-chat de l'Amazone.
só no banheiro agora. Tô filmando. Vai. Pega na cabeça dela. Ce poisson terrifiant mesure plus de 3 mètres de long et pèse environ 150 kg, soit près de 2 fois la taille et le poids d'un homme adulte moyen. Mais sa taille n'est pas la seule chose flippante chez le piraiba. En général, il est considéré comme plutôt inoffensif, se nourrissant principalement d'autres poissons. Cela dit, on aurait retrouvé dans son estomac des morceaux de singe. Burk. Vous trouvez ça horrible? Eh ben, certaines histoires racontent même que ces poissons-chats auraient un goût prononcé pour la chair humaine. En 1981, le Sobral Santos II, un ferry naviguant sur l'Amazone, a chaviré avant de sombrer dans le fleuve. Environ 500 personnes se trouvaient à bord, mais seulement 178 ont survécu. Alors qu'est-il arrivé aux centaines d'autres passagers? Eh bien, certains pensent que des hordes de piraillas auraient entraîné leurs victimes paniquées sous l'eau. Lorsque l'épave a été remontée du fond du fleuve, une découverte choquante a été faite. Les corps retrouvés présentaient d'énormes morceaux de chair arrachés. Franchement, les piraillas ne plaisantent pas. Tout à coup, traverser l'Amazone ressemble surtout à une mission suicide. Aujourd'hui, il existe des ferries et des bateaux pour traverser l'Amazone, même si ça n'a pas toujours sauvé tout le monde. Mais autrefois, ces moyens de transport n'existaient évidemment pas. Après tout, des peuples indigènes vivent dans la région amazonienne depuis au moins 11 200 ans, bien avant l'apparition des technologies modernes et des bateaux motorisés. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les terres entourant l'Amazone étaient devenues densément peuplées après l'arrivée des colons espagnols à la fin du XVe siècle. Selon cette théorie, avant l'arrivée des explorateurs européens, l'Amazonie n'abritait que de très petites tribus nomades qui avaient laissé la forêt parfaitement intacte. Mais de récentes avancées technologiques ont complètement détruit cette idée. Le lidar en particulier s'est révélé incroyablement utile. Grâce à un capteur à distance, cette technologie envoie des faisceaux laser entre les feuilles et les branches des arbres, puis récupère leur réflexion afin de créer une image 3D du sol caché sous l'épaisse canopée. Et ce qu'il a révélé est incroyable. Les anciens peuples amazoniens vivaient dans d'immenses centres densément peuplés. Ces communautés possédaient d'énormes monticules monumentaux, des pyramides de près de 20 mètres de haut, des champs agricoles surélevés ainsi que près de 960 km de canaux et de chaussées servant à relier différentes îles forestières. Les chercheurs pensent également que la population était bien plus importante qu'on ne le croyait autrefois. Avant, on estimait qu'environ 2 millions de personnes vivaient dans tout le bassin amazonien. Mais aujourd'hui, on pense qu'entre 500 000 et 1 million de personnes vivaient déjà dans seulement 7% de cette zone. Clairement, l'Amazonie était bien plus avancée que ce qu'on imaginait. Et quand on sait que ces peuples étaient capables de construire des chaussées et des canaux, qui peut affirmer qu'il n'existait pas autrefois d'anciens ponts traversant l'Amazone, aujourd'hui engloutis par la jungle? Après tout, les ponts ne seraient certainement pas les premières structures avalées par cet immense monstre vert qu'est l'Amazonie. Vous connaissez peut-être surtout son nom grâce au film, mais la mystérieuse cité perdue Z aurait réellement existé dans la région du Mato Grosso au Brésil. Vous vous souvenez de notre cher Percy Fawcett? Quand il n'était pas occupé à observer des serpents démoniaques, il était observé par la recherche de cette mystérieuse civilisation. Lors de ses voyages en Amérique du Sud, Fawcett est devenu fasciné par les récits parlant d'une ville cachée au plus profond de l'Amazonie. Il avait entendu des histoires racontées par des tribus indigènes, puis lu des récits similaires écrits par des colons européens affirmant avoir vu des ruines d'une taille et d'une grandeur extraordinaire, témoignant d'une cité autrefois prospère et extrêmement peuplée. Alors, en avril 1925, il est parti avec son fils Jack et le meilleur ami de celui-ci, Riley Rimmel. Mais Fawcett ne trouva jamais la cité perdue. Ironiquement, lui non plus n'a jamais été retrouvé. Sa dernière lettre connue date du 29 mai 1925, écrite depuis un endroit appelé Dead Horse Camp, dans laquelle il expliquait que le groupe s'apprêtait à s'enfoncer dans un territoire inexploré. Malheureusement, Fawcett et ses compagnons n'ont plus jamais donné de signe de vie. Personne ne sait vraiment ce qui leur est arrivé. Certains pensent qu'ils auraient été tués par des tribus indigènes locales, d'autres croient qu'ils auraient succombé à la fièvre ou peut-être qu'ils se seraient perdus avant de mourir de faim. Même s'il est peu probable que Fawcett ait réellement trouvé la cité perdue de Z, son expédition a énormément renforcé l'intérêt autour de cette mystérieuse civilisation. Récemment, un anthropologue nommé Michael Eckenberger, aidé par le peuple Kwikuro de Mato Grosso, a découvert une ancienne civilisation appelée Kwikuku. Et quand on sait qu'elle se trouvait à seulement 255 km du dernier endroit où Fawcett a été vu vivant, Dead Horse Camp, il est tout à fait possible que Kwikuku soit justement la fameuse cité perdue de Z qu'il recherchait. Cette civilisation aurait été habitée depuis l'an 500 jusqu'à environ 1615, et comprenait 20 villes réparties sur près de 20 000 km². On estime que près de 50 000 personnes vivaient ici. Pour comparer, c'était à peu près la population de Londres vers l'an 1500. Mais la taille n'est pas la seule chose impressionnante concernant Kwikuku. Selon Eckenberger, les habitants possédaient des connaissances d'ingénierie suffisamment avancées pour construire des douves, ainsi que des ponts traversant de larges sections de rivières. Bingo! Donc au moins dans l'histoire, l'Amazone a peut-être déjà eu un pont.
Ah mais souvenez-vous, rien n'est simple avec cet endroit. Le site de Koikugu se situe dans le Monte Rosso, au sud du fleuve Amazon. La source d'eau la plus proche de cette civilisation était en réalité le Xingu, un affluent situé au sud de l'Amazone. Ah mince, on était pourtant à 2 doigts de résoudre le mystère. Mais même si les habitants de Koikugu n'ont jamais construit de pont sur l'Amazone lui-même, tout espoir n'est pas perdu. Grâce à l'arrivée du lidar ainsi qu'à la déforestation malheureusement croissante de la forêt amazonienne, les chercheurs obtiennent constamment une vision plus claire des ruines laissées derrière elles par les anciennes civilisations amazoniennes. Qui sait, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'une ancienne civilisation bâtisseuse de ponts comme celle de Koikugu soit découverte directement sur les rives de l'Amazone. Il y a quand même un petit problème dans tout ça. Si l'Amazonie abritait des sociétés aussi avancées, et qu'est-ce qui a bien pu arriver à toutes ces civilisations et aux structures qu'elles avaient construites? Elles n'ont quand même pas pu disparaître comme ça. Peut-être que Yakumama les a engloutis. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais la véritable histoire n'est pas beaucoup plus joyeuse. En 1541, Francisco de Orellana a descendu toute la longueur du fleuve Amazon, devenant ainsi le premier Européen à accomplir cet exploit. Et cela a ouvert la voie à de nombreux autres explorateurs qui se sont ensuite aventurés dans cette mystérieuse merveille naturelle. Mais les Européens n'étaient pas les seules choses à débarquer sur les rives de l'Amazone. Avec eux sont aussi arrivées des maladies comme la variole et la rougeole. Comme les tribus amazoniennes isolées n'avaient jamais été exposées à ces maladies auparavant, elles ne possédaient absolument aucune immunité contre elles. Résultat, entre maladies venues d'Europe et traitements extrêmement brutaux infligés par les colonisateurs, la population amazonienne a chuté de 90% en seulement 100 ans après l'arrivée des Européens. Mais même si les populations ont pratiquement été anéanties, ça n'explique toujours pas pourquoi il faut aujourd'hui des technologies avancées comme le lidar pour retrouver leurs anciennes cités. Après tout, des civilisations antiques en Grèce, en Égypte ou au Mexique possèdent encore des ruines datant de plusieurs milliers d'années qui tiennent toujours debout aujourd'hui. Alors pourquoi l'Amazonie n'a-t-elle pas sa propre acropole ou ses gigantesques pyramides de pierre? Eh bien, contrairement à des civilisations qui construisaient principalement en pierre, les peuples indigènes d'Amazonie bâtissaient avec du bois et de la terre. Ce qui paraît logique vu l'abondance de ces matériaux dans la forêt tropicale. Sauf que malheureusement, le bois finit par se décomposer si elle n'est pas entretenu. Résultat, d'innombrables ruines de ponts appartenant à d'anciennes civilisations amazoniennes ont probablement été littéralement englouties par la jungle. Franchement, tout comme le fleuve Amazon lui-même, c'est quelque chose que je ne pense jamais réussir à oublier. Maintenant que tout est dit, selon vous, quelle est la principale raison pour laquelle il n'existe aucun pont au-dessus de l'Amazone? Et surtout, est-ce que vous auriez le courage de traverser le fleuve si un pont était construit? Dites-moi ça dans les commentaires et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.